Chers lighters, chères lighteuses, bienvenue dans l'épisode numéro 28 de Light. C'est comme chaque semaine un honneur et un plaisir d'être ici. Je suis rentré chez moi, pour ceux qui peuvent le voir sur YouTube. On est à la maison, on est à la casa devant notre bon setup et donc on a récupéré une caméra aussi, ce qui fait plaisir. Mais par contre, le truc un peu relou, c'est que j'ai perdu une pièce pour mon micro. J'espère qu'il va pas y avoir trop de problèmes. J'ai mis un autre enregistreur au cas où. C'est le filtre anti-pop. C'est ce qui fait que quand tu parles et que des fois t'as des comme ça s'entend pas, ça monte pas trop le volume. Donc là, normalement, j'ai fait en sorte qu'il y ait pas de galère. J'espère que ça sera cool. Pour ceux qui rejoignent le podcast, Light a un seul et unique objectif, quelle que soit la graine que tu aies, fleurie. Et c'est ce qu'on essaye chaque semaine. Et ce que t'adores, d'ailleurs, tu peux l'avouer, de faire tous ensemble et de se développer en fonction de la graine qu'on est et de fleurir davantage, d'aller davantage dans la bonne direction, en tout cas dans la direction qui nous convient. Pour cette semaine, les 5 grandes idées, elles sont évidemment sympathiques et elles sont évidemment intéressantes, bien sûr. Dans un premier temps, on va parler de Platon et de 4 grandes idées pour atteindre ce qu'il appelle l'eudaimonia. En gros, ça veut dire en anglais fulfillment, c'est-à-dire le sentiment d'accomplissement. C'est pas vraiment le bonheur, mais c'est un truc qui s'en rapproche. En 2, on parlera de la différence entre le gradualisme et le saltationnisme, la vertu des extrêmes. Pas forcément un truc avec lequel vous êtes familier, mais vous allez voir, c'est pas très compliqué et il y a des implications qui sont plutôt pertinentes dans nos quotidiens. En 3, on verra comment j'ai perdu 5 kilos en 30 jours sans faire exprès. Ça, c'est intéressant, il y a pas mal de choses à dire. En 4, Guy Debord et la société du spectacle. Guy Debord, c'est un philosophe qui a écrit un livre qui s'appelle La société du spectacle, qui est assez précurseur, on va dire. Et en 5, pourquoi la société moderne te castre. Révolte-toi. Révolte-toi. Alors, avant qu'on passe au plan de semaine, comme à notre habitude, je rappelle que tu peux, avec le premier lien en description en dessous de ce podcast, accéder à mon second cerveau. C'est l'endroit où depuis 3 ans, je stocke et j'accumule brique par brique des connaissances et des trucs que je trouve pertinents, que ça soit sur la création de contenu. Je sais par exemple j'ai suivi pas mal de formations sur le sujet et que j'ai pris des notes dessus. Par exemple, la formation de Poisson Fécond ou encore de Mathias Montavon, entre autres, que je connais les deux, donc ils m'ont filé l'accès. Bref, il y a pas mal de notes aussi sur la psychologie humaine, sur la philosophie, sur les neurosciences, sur le sport, sur la santé. Bref, il y a plein de trucs, c'est une mine d'or et tu peux y avoir accès à vie parce que, je le rappelle, mais c'est un accès à vie qui est mis à jour toutes les semaines. Donc toutes les semaines, il y a des nouvelles notes et des nouvelles choses qui peuvent potentiellement nourrir ton intellect, nourrir ton cerveau. C'est de la brain food, comme dirait Sean Parrish. Ça coûte 20 €, c'est le premier lien en bio. On est parti pour le plan de semaine. Je l'ai fait cette fois avant de commencer à enregistrer le podcast. Nous sommes donc le 25 novembre. Qu'est-ce qu'on a accompli cette semaine? Pas mal de choses. Pour commencer, j'ai fait 6 séances de sport. J'en suis assez fier. Et en plus, j'ai marché environ 10 000 pas par jour. Facile. Facile. Pour situer un peu de manière chronologique, en gros, j'étais en Norvège de lundi à jeudi. Ensuite, j'ai fait de jeudi à samedi à Lyon avec des potes. Et ensuite, je suis rentré hier à Montpellier où j'habite. Donc, comme je l'ai dit, j'ai perdu, je m'en suis rendu compte à mon retour, en fait, quand je me suis pesé, que j'avais perdu 5 kilos. Plutôt marrant. J'ai fait, je suis allé au resto avec des potes. Qu'est-ce qu'on peut mettre d'autre? J'ai acheté 2 pantalons chez une marque qui s'appelle Bonne Gueule. Je sais pas si vous connaissez. J'ai fait un gros tri dans mon dressing aussi. J'ai décidé que j'allais être un peu plus exigeant sur les vêtements. Et d'ailleurs, j'aimerais bien accorder une attention un peu plus importante à mon style vestimentaire, mais de plus largement, comme je l'avais dit la semaine dernière, d'aller davantage vers le beau, et ça, dans le plus de manières possibles. Et je pense que le style vestimentaire, ça en fait partie. Et pour moi, une des premières choses qui fait que des vêtements sont beaux, c'est leur matière, c'est leur coupe, etc. Et Bonne Gueule, c'est une marque qui est réputée et qui est connue pour ça. C'est des produits qui sont vraiment très très qualitatifs.
Il faut payer le prix, certes, mais on n'est pas déçu. Donc là, bref, j'ai acheté des pantalons. J'ai écrit aussi 3 newsletters. Je me suis baigné à la mer hier avec ma maman. C'était très cool. L'eau était plutôt froide. Ça faisait longtemps que j'avais pas ressenti ce truc quand tu vas dans l'eau et que ta respiration s'accélère. Tu vois, t'as vraiment le gros shoot d'adrénaline. Là, je l'ai eu. Et j'ai fait aussi un call avec Alexandre qui travaille aux éditions Erol. Parce que j'ai un projet qui est pour l'instant simplement au stade de projet, mais d'écrire un livre. Donc j'ai envie de savoir un peu comment ça marche. Pour l'instant, je suis dans un dilemme qui est de savoir est-ce que je le fais avec une maison d'édition ou est-ce que je le fais en indé? Parce qu'il y a des avantages et des inconvénients des deux côtés. Ça, on verra. Au niveau des KPI, 1h47 de temps d'écran, dont 2 heures de Google Maps. J'ai supprimé Instagram depuis 3 semaines. J'y vais, j'y vais 2-3 fois par semaine, vite fait sur l'ordi pour voir s'il y a un message important, mais c'est tout. Dans l'ensemble, ça y est, en fait, je me suis barré, quoi. Je me suis vraiment barré des réseaux, à part YouTube. J'y passe encore un petit peu de temps. Et c'est pour le mieux. Honnêtement, c'est pour le mieux et j'encouragerais tout le monde à le faire, en fait, hein. Comme je l'avais écrit dans une newsletter, pardon, la nature a un réflexe qui est constamment de remplir le vide. Et donc, cette peur qu'on a tous, qui est d'avoir davantage de temps libre, potentiellement davantage d'ennui ou encore moins de liens sociaux avec nos amis sur les réseaux sociaux, je vous assure qu'ils vont finir avec le temps par se remplir. J'ai fait un petit peu de journaling aussi et oui, j'ai pris une grosse décision qui est perso mais que je pense qui vaut le coup d'être partagée ici, c'est que j'ai l'impression que toutes les semaines je prends des grandes décisions. C'est marrant. Non, j'ai pris la décision de partir du foyer familial parce que là je suis dans l'endroit où je me trouve, c'est la maison de ma maman et ça y est, je sais que pour moi c'est le moment de partir. Je le sens et le voyage était un petit peu le dernier test pour savoir si c'était le bon moment, le bon timing ou pas. Mais là je le sais, il faut partir. Et, et j'ai aussi, quand je faisais du journaling, parce que pendant tout mon voyage là, qui s'est terminé, donc qui a duré 1 mois en solo, j'ai fait dans ce carnet, d'ailleurs, je pense qu'il y a des gens qui seraient prêts à payer pour le lire, parce qu'il y a pas mal de trucs perso. Et à la fin, j'ai dit, donc c'était le dernier resto en Norvège, juste avant de rentrer. Et je peux peut-être retrouver, ça peut être marrant. Ok, j'ai mis dernière soirée à Oslo, je m'accorde un magnifique resto. C'est la fin de mon voyage, je suis extrêmement heureux, fier d'avoir fait tout ça. J'ai tellement appris, vécu de belles expériences et surtout, je peux dire avec certitude que vivre seul ne me fait plus peur. Être un homme, voilà ce que je pense être devenu. Plus un enfant qui a besoin de sa mère pour se sentir en sécurité, plus besoin qu'on lui donne des likes et de l'attention tous les jours pour savoir qu'il a de la valeur. Plus besoin de faire gonfler ses muscles pour savoir qu'il est fort. Être un homme, c'est avant tout à voler de ses propres ailes, quoi qu'on en dise, et aujourd'hui, je sens que j'en suis capable. Voilà, c'est un peu, c'était une sorte de voyage un peu initiatique, et là, le trait final, on va dire, c'est de faire et de prendre justement cet envol. Ça y est, j'ai perfectionné les ailes là, je sais qu'elles peuvent marcher, qu'elles peuvent fonctionner. Au niveau des objectifs, j'ai mis que ça serait cool de faire le podcast, de tourner une vidéo YouTube. Là, j'ai envie de reprendre, j'ai trop de choses à dire, tellement, 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 parce que il y a quand j'étais dans l'avion en retour de Norvège, j'ai pris une note dans laquelle j'écrivais que selon moi, les bonnes idées, ça se mérite. Pourquoi ça se mérite? Parce que, en fait, pour avoir des bonnes idées et développer des opinions qui sont intéressantes et qui se démarquent, tu ne peux pas faire l'effort, tu ne peux pas faire l'économie de l'effort, pardon, dans le sens où il faut que tu sortes entre guillemets du système et surtout il faut que tu penses par toi-même et que tu t'accordes des phases importantes pour ça. C'est-à-dire que tu passes beaucoup de temps seul à rien faire ou simplement à marcher, à lire des trucs, etc. Et en fait, ça y est, aujourd'hui j'aime faire ça et je le fais plutôt bien. Donc de la même manière, je développe des idées qui sont à ce niveau-là. Quand j'ai fini le bain froid hier, je me suis dit, putain, en fait, j'ai l'impression que la vie te
te donne à hauteur des efforts que tu es prêt à lui partager et à faire. Et je crois beaucoup à ça en fait. Je pense que plus tu fournis d'efforts, plus tu es capable d'en donner et de t'efforcer à faire certaines choses, simplement pour prolonger par exemple la santé et l'entretenir, plus la vie te donnera à hauteur de ce que tu lui as partagé. C'est comme dans une relation amicale, plus tu donnes avec les gens, pas toujours vrai mais ça peut l'être, plus il y a de chances que tu reçoives. Et donc on comprend peut-être cette fameuse loi de l'attraction, quand tu donnes, machin, bref. J'ai aussi noté que je voulais écrire 5 jours sur 7, parce que ça c'est... comme j'aspire à écrire un livre, je veux peaufiner mon style, peaufiner mon écriture, et donc ça passe évidemment par la pratique et par la mise en action. 5 séances de sport, dont 3 de muscu et une de cardio, lire un livre et le résumer. C'est une semaine qui n'est pas trop chargée en objectifs, mais qui ne sera pas fuie. Ça c'est sûr. Hop, on est parti donc pour la première idée de cette semaine et on va parler de Platon. Platon, le bon Platon. Je l'ai étudié cette semaine. En fait, j'ai acheté un livre qui s'appelle Great Thinker, qui est très intéressant, qui référence un peu tous les grands penseurs qui ont vécu avant moi, parce que le prochain, évidemment, ça sera moi. Et c'est pas mal, c'est des résumés de 5 pages environ qui expliquent un peu la pensée, etc. Alors évidemment, on pourrait faire plein de critiques à l'égard de ce genre de livre parce que ça manque cruellement de profondeur. Mais c'est quand même cool. Moi j'aime bien c'est comme si, au lieu de manger tout de suite le gros plat là, on te mettait simplement un petit échantillon pour voir si est-ce que tu as envie d'aller plus loin ou pas. Et en l'occurrence, Platon, ça m'a donné envie d'aller plus loin. Je bois de l'eau et on est parti. Alors Platon, il faut savoir que il est considéré par beaucoup comme le plus grand philosophe de tous les temps. Et si on revient un petit peu sur sa biographie, je vais retrouver. Il faut savoir que Platon, c'était l'élève de Socrate et qu'il a été lui-même le professeur à l'académie d'Aristote. Et il est né dans une famille d'aristocrates, il a aussi été influencé par Pythagore. Et un des trucs pour lequel il va être connu, c'est ce qu'il a fondé, c'est-à-dire l'académie. L'académie, c'est une école, il a créé un peu son école qui va perdurer pendant plus de 400 ans quand même. Et en fait, Platon, ce que j'aime beaucoup avec lui, c'est que, et la plupart des philosophes grecs, c'était le cas, c'est qu'ils avaient une vision assez holistique dans le sens où ils s'intéressaient pas qu'aux idées, mais ils étaient aussi très impliqués dans la vie réelle, dans le monde physique. Et Platon, par exemple, c'était aussi un lutteur. Et il avait un physique assez stylé, quoi. Et ça, moi, j'aime. Parce il- en fait, il y a une cohérence à tous les niveaux, quoi. Il y a une cohérence à tous les niveaux. Et les gens qui n'incarnent pas leurs idées, pour moi, c'est juste c'est comme les mecs qui ont des idées de business, mais qui les mettent pas en place. Ça n'a aucune valeur. Ça n'a aucune valeur. Enfin, c'est pas que ça n'a aucune valeur, mais en fait, t'es simplement quelqu'un qui fait des hypothèses. Tu te dis, ah bah ça peut-être, ok, mais quelqu'un qui a vraiment du courage, c'est quelqu'un qui a l'audace de tester ses idées dans le réel pour voir si elles sont véritablement efficaces ou pas. Et ça, c'est important. C'est pour cette raison que, aujourd'hui, avant, je disais, oui, il faut pas confondre le message du messager, etc. Ouais, mais j'ai, en fait, j'ai plus envie parce que si la personne n'incarne pas ses idées, pour moi, c'est problématique. C'est vraiment très problématique. Bref, le but de la vie de Platon, selon lui, c'était d'atteindre l'eudaimonia, je le prononce sûrement mal, ce qui signifie fulfillment, c'est-à-dire un état d'accomplissement et de satisfaction. Donc déjà, on voit que monsieur a des grandes ambitions. Et pour ça, il propose 4 choses. La première, c'est de think harder, c'est de penser un peu plus profondément. Et il dit, la plupart de nos problèmes proviennent du fait qu'on ne passe pas assez de temps à réfléchir et à apprendre à bien penser. Pardon. Trop de nos idées dérivent de ce qu'on appelle la doxa en grec, c'est-à-dire de la foule, de ce qu'on appelle le communément admis, etc. Et ça, c'est un fléau aujourd'hui, notamment parce que il y a selon moi, une illusion assez forte d'avoir
la possibilité de réfléchir par soi-même, mais en réalité, si tu prends un petit peu de recul, tu te rends bien compte que toutes tes idées sont simplement des choses qu'on t'a mis dans la tête et que toi, tu répètes. Et, et je l'ai vu là en rentrant de voyage, en discutant avec certains potes, où en fait, je prends conscience, et je le vois très bien parce que je connais un peu les sources, de pourquoi est-ce qu'ils pensent et disent ça, parce que en fait, ils ont vu et écouté ça. Et, et ça, pour moi, c'est dommage. Donc là, Platon, il a vraiment cette idée importante selon laquelle apprends à penser par toi-même, pense davantage en profondeur, et c'est comme ça qu'il va se passer des choses, et c'est comme ça que tu vas vraiment apprendre à mieux te connaître. Et pour cette raison, Sigmund Freud, il disait que Platon, c'était un peu l'inventeur de la thérapie, avec notamment cette devise Know yourself. Donc apprends à te reconnaître. J'avais lu un livre de Clément Rosset qui disait, ça s'appelle Loin de moi, qui disait que la connaissance de soi était inutile parce que, selon lui, en fait, comme on évoluait constamment, bon bah, en fait, on n'apprenait jamais vraiment à se connaître et la seule chose qu'on apprenait à connaître, c'était notre place dans notre société, mais on touchait jamais à la profondeur de l'âme d'une certaine manière. Et j'ai trouvé que c'était intéressant et j'y ai adhéré partiellement. Mais là, après avoir passé beaucoup de temps seul et d'avoir vraiment fait ce travail de penser en profondeur, je suis quand même intimement convaincu et persuadé qu'il y a beaucoup de choses à apprendre sur soi-même. Et que la connaissance de soi, c'est pas un truc inutile, loin de là. Contrairement à ce que dit Clément Rosset. Il y a un truc aussi de ouf avec Platon, c'est qu'il a écrit 36 livres. 36 livres. Truc de malade. Ok. Deuxième idée de Platon pour aller vers l'eudaimonia, c'est de love more wisely. Donc aimer plus largement. Pour Platon, l'amour est dans son essence une forme d'éducation. Il en parle dans son livre de Symposium. Et en fait, tu peux pas aimer vraiment quelqu'un si tu n'aspires pas à l'améliorer. Pour Platon, l'amour, ça devrait être deux personnes qui essayent de grandir ensemble et d'évoluer. Pour cette raison, tu cherches une personne qui a développé des trucs que toi, tu n'as pas encore fait ou tu es en chemin vers cet état d'amélioration. Et donc ça, c'est une vision qui s'oppose complètement à l'idée selon laquelle si tu aimes vraiment quelqu'un, bah tu vas pas essayer de me changer. Et combien de fois j'ai déjà entendu ça, je ne sais où, ou encore à force de côtoyer des amis à moi qui étaient ensemble ou en couple. Ouais, mais arrête de dire ça, pourquoi tu veux me changer? Accepte-moi comme je suis, etc., etc. Bon, ça, Platon, lui, il pense complètement l'inverse. Et il dit que l'amour, c'est certes accepter nos parts d'imperfection, mais c'est aussi d'aller ensemble vers quelque chose de différent qui s'améliore, d'aller vers quelque chose de mieux. Et j'aime beaucoup cette idée et cette vision. Et personnellement, là, je viens de rentrer chez moi et ça a été difficile de voir que mon petit frère, il était pas dans la même dynamique, quoi. Moi, c'est comme si j'étais rempli de force, rempli d'énergie, rempli de capacité à combattre, etc. Et que lui, il était un peu plus en retrait, on va dire, sur certaines choses. Et donc, tout naturellement, j'ai eu envie d'impulser, parce que je l'aime profondément, j'ai envie d'impulser de l'amélioration. J'ai envie de lui montrer, regarde, vas-y, va vers ça, essaye de faire ça, machin et tout. Et c'est là que je comprends ce que veut dire Platon dans le sens d'aimer quelqu'un. Donc évidemment, je pense que les deux sont à dissocier. Tu aimes quelqu'un et il y a des choses et des facettes que t'as pas forcément envie de changer parce que vous êtes profondément différents là-dessus. Mais c'est pas parce que tu aimes une partie de la personne que elle n'est pas censée évoluer et que vous pouvez pas améliorer des trucs ensemble quand même. Donc voilà, je pense que l'amour envers les autres, c'est aussi, et c'est pour cette raison que l'amour envers soi-même, dans un premier temps, c'est avoir d'une forme d'exigence, une forme d'amour propre pour aller vers quelque chose où on s'améliore et on devient meilleur, en fait. J'aime bien cette idée de Platon et il me semble que c'est pas le seul philosophe à penser ainsi. Et Aristote partageait la même idée, mais bon, évidemment, on comprend pourquoi. Troisième chose, l'importance de la beauté. Platon dit que tout le monde aime les belles choses, mais lui, en fait, il va un peu plus loin sur son rôle.
par rapport à la beauté et au beau. Et il dit que, au-delà de son caractère agréable, il lui confère des propriétés. Pour lui, un bel objet, il a une influence positive sur nous. En gros, ce qu'il fait, c'est qu'il nous invite à évoluer dans son sens, c'est-à-dire d'aller vers le beau, la tranquillité ou encore la force. Et à l'image d'un ami qui prend soin de lui, on aspire naturellement à faire de même. Encore une fois, c'est cet environnement qui a de l'influence sur nous constamment. Et j'ai écrit une newsletter sur ça, à propos du beau, comme quoi on vit dans un monde aujourd'hui où l'utile passe avant le beau. On peut comprendre pourquoi d'ailleurs, mais en fait, on a du mal à percevoir les implications de vivre dans un environnement qui est moche. Et pareil, c'est difficile de percevoir les implications de vivre dans un environnement qui est beau et au contact de belles choses. Mais en tout cas, voilà, Platon, il a vraiment à cœur de conserver le beau parce que selon lui, ça éduque notre âme. Et c'est fou le nombre de philosophes qui pointent cette notion sur la beauté et son importance. Il y a notamment un gars qui s'appelle John Ruskin, très intéressant penseur, plutôt du bord politique. Mais oui, c'est fou en fait. Il y a vraiment plein de philosophes qui vont vers ça et qui disent que en fait on se rend pas compte de l'importance du beau. Et des fois, moi, je me questionne par rapport à ça parce que je trouve que ça peut être futile et d'une certaine manière inutile. Mais bon, comme le dit Taleb, ma plus haute mesure de succès, c'est combien d'heures t'es prêt à tuer. Et ça, j'aime beaucoup. Dans le sens où, en fait, tu fais les choses simplement pour leur essence et pas pour ce qu'elles vont t'apporter. Et le beau, c'est ça, en fait. Le beau, c'est ça. Mais c'est vrai que, et c'est fou de percevoir l'impact que ça peut avoir sur soi-même et sur les autres, d'ailleurs. Moi, personnellement, quand je vois, alors, à mon avis, il y a deux réponses et deux réactions. Mais quand tu vois quelqu'un dans la rue qui est très beau, très élégant, qui marche avec beaucoup de charisme, qui est bien habillé, qui prend soin de lui, etc. Soit t'es jaloux, et tu te dis, ah, vas-y, encore quelqu'un de très superficiel qui prête attention à son image. Soit tu te dis, oh, waouh! Enfin, c'est beau, quoi. C'est agréable. Et je pense que intuitivement, tout le monde a cette sensation de oh, c'est agréable en fait. Je ne sais pas pourquoi et je ne saurais pas exactement comment l'expliquer. À l'image d'une odeur qu'on sent un peu par inadvertance, où tout de suite ça provoque quelque chose chez soi qu'on contrôle pas. Et je pense que la beauté c'est la même chose. Je vous invite à lire la newsletter si vous voulez pourquoi le monde est devenu si moche. Je mettrai encore une fois le lien en description. Et je parlais notamment de la notion d'harmonie. Parce que, en fait, le beau, c'est toujours en contexte et en rapport avec quelque chose. Et pour avoir du beau, en fait, il faut avoir de l'harmonie avec les choses. Ok, dernière idée de Platon, c'est qu'il faut changer la société. Pour lui, l'objectif de la société, ça devrait être de créer plus de daimonia, et pour ça, il partage dans son livre The Republic ses idées. La première, c'est l'importance de changer les héros. Il parlait de ce qu'on appelle les guardians, qui étaient des gens sages et bons pour inspirer les gens à évoluer dans ce sens. C'est vrai qu'aujourd'hui, si on prend un petit peu de recul et qu'on regarde qui sont les héros dans notre société, on comprend beaucoup mieux les aspirations des gens, leurs envies, mais aussi toutes les problématiques qui en découlent. Parce que la plupart de nos héros sont des gens qui vont vanter le luxe, mais pas dans son sens forcément noble, mais simplement dans son sens un peu show-off. C'est des gens qui pourraient vanter, qui n'ont pas beaucoup de profondeur dans les idées. Enfin, en fait, les héros, alors évidemment, il y en a plein qui sont stylés, mais les héros qui dominent, je pense qu'ils pourraient être améliorés. Mais bon, ça, c'est toujours évidemment en lien avec le consommateur. Et il y a plein de philosophes qui parlent de cette idée. C'est pas le cas de Platon, mais je pense qu'il serait évidemment d'accord et qu'il irait dans ce sens. Qu'il faut éduquer les consommateurs, en fait. Il faut vraiment éduquer les consommateurs. Parce que c'est de ça que découlent aussi les héros. Mais bon, bref, pour lui, il aimerait avoir des gens un peu plus sages, qui inspirent davantage la vertu, des notions comme le courage, la discipline, etc. Deuxième idée de Platon pour améliorer la société, c'est la censure. La censure, au début, ça m'a un petit peu surpris, mais en fait, le fait d'être constamment exposé à des opinions différentes
eh bien, ça crée une grande confusion. Ça crée une grande confusion et aujourd'hui, il serait très sceptique sur la manière dont les médias évoluent et encore plus avec Internet. Ça, c'est vrai. Aujourd'hui, c'est très, très facile, beaucoup trop même, de trouver quelqu'un qui est d'accord avec toi sur n'importe quel sujet. Et c'est aussi très, très facile d'avoir, énormément d'opinions constructives et qui pourtant sont divergents. Et je pense pas qu'il faille ne pas s'y exposer. Moi, je tends à développer un esprit critique très fort qui n'a pas peur d'aller dans toutes les directions et qui n'a pas peur d'écouter n'importe qui parce que les fondations sont assez solides. Mais c'est pas le cas de la plupart des gens aujourd'hui et c'est pour ça qu'une forme de censure ne serait peut-être pas de refus. On comprend. On comprend. Le problème, toujours le même, c'est que qui est-ce qui décide de censurer? Bah, c'est les gens qui sont tout en haut. Et les gens qui sont tout en haut sont des gens qui forcément, au bout d'un moment, vont mettre un petit peu de leur intérêt dedans. Je pense. Après, j'en sais rien, j'y suis jamais allé. Dernière chose, dernière idée, l'importance d'une meilleure éducation. C'est pour cette raison en fait qu'il a créé d'ailleurs l'académie pendant plus de 400 ans, parce que pour lui, la chose la plus importante, c'était d'être bon, d'être courageux, d'être discipliné, d'apprendre à penser par soi-même en profondeur, etc. Et donc Platon, il avait vraiment envie de changer la société, notamment en passant par l'éducation. Très intéressant, très très intéressant tout ce que nous partage Platon. C'est un truc de ouf, ça fait déjà 26 minutes, alors que c'est que la première idée. Peut-être que j'irai plus vite sur les prochaines, mais le problème c'est qu'elles sont aussi un peu longues. Bref, j'ai beaucoup aimé m'intéresser aux idées de Platon et j'ai envie d'aller lire davantage ses livres en profondeur. En fait, ce qui est fou surtout, c'est de voir à quel point tout ça est encore extrêmement pertinent, quoi. Extrêmement pertinent alors que le frérot, il est né genre en 300-400 avant Jésus-Christ, quoi. Je sais pas si on se rend compte, mais c'est fou. C'est complètement fou. Et ça m'inspire beaucoup. Honnêtement, ça m'inspire beaucoup. Alors, deuxième idée, gradualisme versus saltationnisme, la vertu des extrêmes. Pas de panique, c'est deux mots qui peuvent faire un petit peu peur, mais qui ne le sont pas forcément. Alors, à la base, ces deux notions, ces deux idées, elles sont liées à ce qu'on appelle la théorie de l'évolution. D'un côté, on a avec Darwin notamment le gradualisme qui domine et qui stipule que l'évolution, elle se fait par petites améliorations constantes. Donc gradualisme, t'imagines une règle qui gradue, donc centimètre par centimètre, on améliore un peu les trucs en fonction de ce qui se passe pour être le mieux adaptable par rapport à notre environnement. Donc ça, c'est la théorie qui domine. Et en fait, on le voit bien dans notre quotidien que c'est pas juste une théorie et qu'il y a plein d'exemples où c'est évidemment factuellement le cas. Maintenant, de l'autre côté, un truc dont on parle un peu moins, c'est ce qu'on appelle le saltationnisme, qui dit que en fait, lui, l'évolution, elle se ferait, ou en tout cas, elle pourrait se faire plutôt par bon et plutôt par changement assez extrême, à l'image potentiellement d'une chenille qui devient papillon, quoi. Il y a, il y a un changement d'état qui est extrêmement rapide et difficile à appréhender et à comprendre. Et j'ai mis dans le second cerveau, vous avez une note pour ça, une image qui l'illustre parfaitement. En gros, tu vois, de 0 à 6 secondes, t'as un cochon qui devient un oiseau qui est en train de voler. Donc ça, c'est saltationnisme. Et de l'autre côté, t'as de 0 à 30 ans, et tu vois la même chose de un cochon qui devient un oiseau capable de voler. Et de cette idée, je trouve qu'il y a un truc intéressant qui découle, c'est dans notre quotidien. En fait, si tu veux identifier la cause d'un problème, souvent, ce qu'on va faire, nous, par habitude, c'est qu'on va agir par gradualisme. En gros, on va modifier des petits trucs pour voir ce qui se passe. Par exemple, la nutrition, je trouve que c'est assez facile de l'illustrer avec cette thématique. Je sais pas, t'as des problèmes de digestion. Bon ça fait quoi si tu manges peut-être un petit peu moins de ça, ou que tu rajoutes ce nouvel aliment, ou que t'arrêtes par exemple de manger celui-là. Ça c'est du gradualisme. T'essayes petit à petit et tu vois ce qui se passe. Maintenant, on pourrait aussi, et là je trouve que ça a de la pertinence, agir de manière saltationniste. C'est-à-dire par exemple, tu veux savoir si
Tu digères bien les brocolis ou pas? Au lieu d'ajouter des brocolis dans ta nouvelle assiette, avec, à côté ton poulet et ton riz, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas pendant un jour, 24 heures, manger que des brocolis. Et là, au moins, tu vas être capable de savoir assez facilement si tu digères bien les brocolis ou pas. Donc il y a une forme d'extrémisme. Et je pense que parfois, les extrêmes ont des vertus parce qu'elles permettent d'identifier un petit peu mieux les facteurs et les implications qu'ils ont sur nous. Et le problème du gradualisme, c'est que souvent, ça empêche de bien isoler les facteurs de changement et de comprendre leurs implications réelles. Alors évidemment, on pourrait rétorquer que c'est impossible de toute manière de s'extraire de son environnement et de s'extraire de tous les facteurs parce que même si tu manges que des brocolis, bah, il y a d'autres choses qui vont contribuer au fait que tu digères bien ou pas ces brocolis et pas simplement le fait d'avoir mangé que ça. Mais, je trouve que c'est intéressant comme approche et que, par moment, être capable d'agir de cette manière, ça pourrait avoir du sens. Pour être vraiment capable de savoir si, ce qu'on fait a des changements ou pas. Personnellement, j'ai testé, cette semaine 2 jours, j'ai testé un truc. Le premier, c'est que j'ai toute la journée, je n'ai mangé aucune protéine, parce que en ce moment, je sais que je suis un petit peu, enfin on en parlera juste après, mais en gros, je me suis matrixé la tête comme quoi il fallait que je mange des protéines à tous les repas, sauf que, bah, au fur et à mesure, c'était de plus en plus difficile à digérer pour moi, de plus en plus d'acidité aussi et donc j'ai décidé de tester toute la journée, de manger aucune protéine. Vraiment pour voir s'il y avait une différence ou pas et bon, bah, oui, j'ai capté que manger moins de protéines et même, aucune, ça m'avait fait beaucoup de bien, en fait. Et donc, si, j'avais simplement réduit un peu les portions et cetera, bah, peut-être que j'aurais pas pris aussi bien conscience de ça. Donc, voilà, par moment agir, avec une forme d'extrémité, je pense que ça a du sens. Alors évidemment, toujours à l'écoute de son corps et de ce qui s'y passe, mais, parfois c'est pertinent. C'est pertinent et pareil, j'ai essayé aussi, d'une autre manière, avec ce qu'on appelle le protocole Strong Fit, qui stipule que, faudrait manger les protéines que le soir. Donc j'ai essayé et bon bah j'ai mangé un repas que de protéines le soir et là bah j'ai vu que pareil, là c'était super dur à digérer et cetera. Donc pareil, c'est assez intéressant. Et je pense, par contre, hein, que le saltationnisme, d'un point de vue évolutionniste, pour la plupart d'entre nous, c'est trop violent. Parce que ça demande un changement qui est tellement brutal, qui fait que on n'est pas beaucoup à être capable de pouvoir bien s'y adapter. Mais je pense qu'il y a quand même des espèces pour qui ça le ferait. Et que dans notre quotidien, il vaut mieux, et de manière générale, procéder par gradualisme, mais de temps en temps, un petit peu d'extrême, ça fait pas de mal. Ok, troisième idée, comment j'ai perdu 5 kilos en 30 jours sans faire exprès. Je tiens à préciser un truc sur cette idée, c'est que même si t'as pas envie spécialement de perdre du poids, pardon, je vais axer cette idée de manière générale sur la santé. La première chose à laquelle je crois profondément, et j'en suis vraiment, vraiment persuadé, c'est que ton corps est ton allié et que tout ce qu'il fait, c'est bon pour toi et c'est pour ton bien. Même si, à l'instant T, t'as pas l'impression. Ça, c'est assez dur parce que ça demande une grande forme d'humilité. J'ai remarqué que nous, en général, on a tendance par voir les choses sous le prisme de la raison et de la rationalité. Mais ce qu'on oublie, c'est que en fait, le corps. Imagine que tu vas voir. En gros, le corps. Le corps, qu'est-ce que c'est? C'est un organisme extrêmement complexe qui est capable, contrairement à n'importe quel autre être humain ou je ne sais quoi, de d'avoir une vision holistique et globale sur tout ce qui se passe dans ton corps et même peut-être aussi dans ta tête. Donc ça, c'est extrêmement fou. Maintenant, ce qui se passe quand tu vas voir, par exemple, un médecin, même si c'est pas une critique des médecins, c'est juste que on perçoit qu'il y a des limites, mais je ne suis pas du tout en train de passer le message que il y a un problème avec la médecine et qu'ils font n'importe quoi. Pas du tout. Je pense qu'ils aident quand même énormément les gens dans l'ensemble, même si des fois il y a des problèmes, mais comme dans tous les métiers.
Ce qui va se passer quand tu vas aller voir ton médecin, c'est que lui, en fait, il va observer une ou 2 variables et en fonction de cette variable, il va dire: «OK, bon, bah, comme on voit que ces variables, il y a une sorte de dérèglement, on va agir sur cette autre variable pour rééquilibrer et faire en sorte que ça se passe bien». Sauf que tu oublies un truc fondamental, c'est que si le corps a modifié ces variables, en fait, le corps, il sait et il est au courant que ces variables-là, elles ont modifié et elles sont pas, forcément correctes et donc il a sûrement déjà commencé à mettre en place des choses et il a commencé déjà à t'envoyer des messages pour faire en sorte qu'on régule davantage mieux cette variable qui pose problème. Le problème, c'est que aujourd'hui, eh bien nous, on est plus vraiment à l'écoute de ça et on a l'impression qu'en fait, si on a un problème, il faut le résoudre par nous-mêmes et d'une certaine manière, c'est vrai, mais ne t'en fais pas, le corps sait aussi exactement ce qu'il a à faire et au quotidien, il se bat pour aller vers cet équilibre un peu meilleur. Donc perso, voilà, j'avais depuis quelque temps des petits problèmes de digestion et tout. Rien de méchant, parce qu'en vrai, je m'y étais habitué. J'étais en mode: «Bon, bah, vas-y, quand je mange un repas après, c'est plus trop d'énergie, quoi, c'est comme ça» et donc en étant seul, en arrêtant de me dire que, «Ah, il faut que tu manges 1,5 gramme de protéines par jour, sinon tu vas perdre du muscle, machin». J'ai dit: «OK, vas-y, c'est bon. Je vais faire preuve pour une fois d'humilité. Je vais arrêter de faire ce que je pense être bon. Je vais laisser mon corps me parler et je vais l'écouter. Pour une fois, je vais l'écouter». Et donc, c'est ce que j'ai fait. Et j'ai arrêté de manger des protéines à tous les repas. J'ai commencé à manger beaucoup plus lentement, sans aucune stimulation. J'ai mangé plein de légumes parce que, en fait, j'ai pris conscience que j'avais un niveau d'acidité qui était trop important et qu'il fallait que je mange des aliments qui étaient beaucoup plus basifiants, comme les fruits et légumes. Je vous invite à regarder ce qu'on appelle l'indice PRAL, qui référence l'acidité des aliments. J'ai commencé à l'écouter en fait et j'ai commencé à beaucoup moins manger parce que très rapidement j'arrivais à satiété. J'ai marché tous les jours. J'ai pris conscience de la sensibilité qu'on avait par rapport et moi notamment par rapport au sucre et à ce que ça provoquait dans mon cerveau et au niveau de la dopamine. Que en fait, à partir du moment où je mangeais quelque chose de très sucré, notamment en début de repas, bon bah ça montait énormément mon appétit. Donc j'ai modifié ça et cetera. Et en fait, bah, j'ai perdu du poids, mais j'ai pas voulu perdre du poids, en fait. J'ai vraiment pas voulu perdre du poids. Alors, je suis, j'étais pas en surpoids avant, moi je fais 1,80 m, un peu plus peut-être, 1,81 m pour, d'ailleurs c'est marrant, à chaque fois les gens ils me croisent dans la rue, ils me disent: «Ah je pensais que t'étais plus petit», c'est marrant. Bref et avant de partir, je faisais bien 83 kilos, un truc comme ça et là je me suis pesé en rentrant et je faisais 78. Donc bon, j'ai pas, enfin j'ai jamais eu vraiment des problèmes de poids, mais c'est simplement que, le body fat est un petit peu disparu, je me sens mieux comme ça et je pense que en fait, c'est mon corps naturellement, il a voulu revenir à un équilibre qui était plus sain pour lui, où, on arrêtait de se répéter constamment qu'il fallait manger, ça, que c'était important, qu'on voulait pas perdre de la masse, machin, mais j'étais juste en mode: «En fait, tu sais quoi? Je vais écouter ta vérité, là où tu te sens le mieux et moi je vais mon ego, en fait, je vais un peu le canaliser, je vais lui dire: "Si on se sent mieux comme ça, peu importe les trade-offs, on prend. Peu importe les trade-offs, on prend"». Et donc voilà, c'est ce qui s'est passé et ça a vraiment, enfin, le fait d'avoir perdu du poids, c'est surtout venu de l'alimentation. Après, j'ai toujours beaucoup marché. Là, en 1 mois, j'ai marché en moyenne au moins 10 kilomètres par jour. J'ai fait en moyenne 5 séances de sport. La semaine dernière, là, j'en ai fait 6 avec du cardio, avec de la muscu, avec du running, avec du foot, avec pas mal de choses et cetera. Donc toujours eu à cœur, de m'entraîner et voilà, ça c'est venu un petit peu naturellement et un des trucs, je pense qui aujourd'hui qui est important de mentionner, c'est l'impact des glucides sur notre glycémie sanguine. Je pense qu'on se rend pas compte à quel point ça conditionne notre appétit et nos pulsions un petit peu, d'envie de grignoter ou je ne sais quoi. Mais en fait, quand tu manges du sucre d'une manière un peu différente,
C'est-à-dire déjà que tu arrêtes de les manger au début d'un repas. Moi, on m'avait dit, oui, il faut manger des fruits au début du repas parce que sinon ils vont fermenter, machin et tout. Oui, c'est vrai, mais le problème, c'est que quand tu manges un fruit au début d'un repas, bah, en fait, tout de suite, tu fais monter ta glycémie et donc ça agit sur la manière dont ensuite tu vas digérer, stocker ton corps et gérer ta satiété. Et c'est pas forcément la meilleure chose. Et évidemment aussi, bah, arrêter, toutes les quand enfin, il y a plein d'aliments même qui sont, soi-disant sains, qui en fait, ont tendance à booster l'appétit et qui sont simplement là pour alimenter une gourmandise évidemment et il y a pas de problème avec ça, à partir du moment où c'est toujours équilibré, avec le reste. Mais je sais qu'il y a des moments où moi c'était un peu trop fort et comme j'estime avoir une forte sensibilité, au niveau des voies dopaminergiques, eh bien, j'étais un peu plus attentif à ça, mais surtout un peu plus conscient, en fait. Un peu plus conscient et c'est à partir du moment où je me suis autorisé de penser par moi-même et de penser davantage en profondeur que j'ai pris conscience de tout ça. J'ai pris conscience de tout ça et que naturellement, j'ai eu envie de rééquilibrer et que mon corps a aussi en fait, je pense un truc, c'est que, c'est dommage, j'ai vu une newsletter qui est super intéressante, j'aurais des petites recos à vous faire là en fin de newsletter, mais qui expliquait quelles sont les choses qui font que les gens changent. Il y avait trois raisons. La première, c'était, hop, que donc ouais, pourquoi les gens font des choses? La première, c'est ils font les choses parce que, bah, ils veulent les faire. Deuxième chose, c'est que les gens changent seulement quand le point de douleur est, le même et qu'il devient, le point de douleur est plus important que le point de changer. Ou non, c'est l'inverse, un truc comme ça, genre, quand le point de devoir changer, il devient encore plus important que la douleur que tu arrivais à supporter avant. Et ensuite, la troisième chose, c'est les gens changent seulement quand ils croient vraiment que c'est possible de changer. Et en fait, je pense que je suis arrivé au stade de, en fait, ça y est, genre, j'ai compris. J'ai compris des trucs, parce que c'est dur de croire quelque chose qu'on vient te mettre dans ton cerveau, en fait. Est-ce que t'es sûr? T'as raison de douter, tu devrais constamment douter, mais quand c'est quelque chose qui vient de toi, bah, les probabilités que tu y adhères, elles sont quand même beaucoup plus importantes, quoi. Pareil aussi, j'ai pris conscience, de choses au niveau physique, qu'en fait, bah, j'avais pas beaucoup de mobilité dans le bas du dos, donc il fallait que je la travaille, que, quand je m'entraînais et pareil, ça c'est un truc aussi dont j'ai pris conscience, intéressant, notamment inspiré de ce qu'on appelle le protocole Strong Fit. Je vous invite à vous renseigner sur ça, c'est assez intéressant, notamment au niveau de l'entraînement où en fait, une des limites de la muscu dont j'ai pris conscience, c'est que tu renforçais des muscles, mais uniquement de manière isolée, la plupart du temps. Et ça, c'est dommage parce qu'en fait, il y a assez peu de transfert de force. Dans le sens où c'est pas parce que ton pec gauche ou ton biceps gauche, il est fort que toi, pardon, tu vas être fort sur soulever quelque chose de très lourd, etc. Évidemment, bon, bah, si tu as des pecs qui sont forts, tu vas être davantage puissant dans les mouvements de poussée. C'est vrai. Mais est-ce qu'il y a quand même un niveau de transférabilité au niveau de la structure? Eh bien, moi, j'ai pris conscience que, en fait, c'était bien, hein, tout le travail que j'ai mis en place, etc., mais qu'il y avait un gros déficit au niveau de la structure sur la sangle abdominale, pardon, sur le bas du dos et sur le cou. Et comme on sait que ton niveau il est toujours rattrapé par les maillons les plus faibles, eh bien, malheureusement, il y avait une perte de force énorme et drastique sur ces endroits-là qui faisait que j'arrivais pas complètement à développer davantage de force. Donc là, sur la manière dont je m'entraîne aujourd'hui, c'est un peu plus orienté sur les faiblesses, où j'essaye davantage de travailler beaucoup plus la sangle abdominale, avec, par exemple, du travail de kettlebell qui permet en fait, d'avoir une force qui est beaucoup plus systémiques qui communiquent les unes avec les autres. Bref, je vais pas trop m'éparpiller sur ce sujet. Quatrième idée, on va parler de Guy Debord et la société du spectacle. Guy Debord, c'est un philosophe assez intéressant, dont j'avais jamais entendu parler avant, qui a écrit un livre qui s'appelle La société du spectacle. Et la société du spectacle, c'est pas genre le divertissement, machin, tous ces trucs. En fait, ça va un peu plus loin et c'est une note, hein, d'ailleurs, dans le second cerveau que vous pouvez checker et inspiré d'une vidéo YouTube d'un gars qui s'appelle Parole de philosophie, qui dure 30 minutes, que j'ai vraiment adoré. Et d'ailleurs, j'aspire à créer des vidéos un peu plus dans ce style, qui sont peut-être un peu plus lentes, mais un peu plus profondes sur les idées, etc. Parce que c'est tellement mieux. Mm. Mais bref, Guy Debord,
intéressant, aussi précurseur, hein. Et ce qu'il dit, c'est que, en fait, dans la société du spectacle, pour la première fois de l'histoire de l'humanité, en réalité, on ne sait pas exactement qui détient le pouvoir. Vous allez comprendre que, en fait, la société du spectacle, aujourd'hui, c'est la société dans laquelle on vit. La fonction d'une société du spectacle, c'est de permettre au pouvoir de s'exercer en secret. Et la diversion, c'est alors le spectacle. Ce qui est intéressant de noter, c'est que à partir d'un certain stade de développement, le capitalisme, il va en réalité dépasser le régime politique dans un pays. Et le régime politique n'est alors plus qu'un spectacle. Et en gros, plus le capitalisme il se développe, et plus il est souverain. Être souverain, ça veut dire d'avoir le pouvoir, d'avoir la mainmise sur ce truc. Et aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que le souverain, c'est plus un agent politique, mais en réalité, c'est le capitalisme. Et la politique est alors en train de mourir. Le pouvoir ne s'exerce plus par elle, mais c'est bien le marché et le capitalisme qui a le pouvoir et qui fait les lois. L'exemple du smartphone, il est intéressant parce que le smartphone, c'est pas un objet politique, mais c'est un objet marchand. Et c'est pas la politique qui a décidé de faire en sorte que tous les humains et tous les gens dans le monde en aient un, mais c'est le capitalisme. Et en vrai, il s'est un peu imposé à nous. Et Karl Marx, il avait dit un peu la même chose d'une certaine manière. Et en gros, ce qui se passe dans une société du spectacle, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, on fait plus l'histoire, mais aujourd'hui, on la regarde. Et nous en sommes les spectateurs. Ainsi, le but pour elle est de créer des spectateurs de manière homogène. Le spectateur, au lieu d'agir, passe son temps à le regarder. Et sa motivation n'est pas de changer, mais d'attendre les événements suivants, encore et encore. Il est facile à gouverner, parce que la seule chose qui compte, c'est le déroulement des choses. Quand le spectateur agit, il agit au final. Et ouais, ça c'est intéressant aussi, quand le spectateur agit, au final, il agit simplement pour être regardé. Il prend l'exemple dans la vidéo des manifestations. Tu fais une manifestation pour ensuite voir s'il y avait des images impressionnantes, si vous étiez beaucoup, si on a parlé de toi à la télé. En fait, une manifestation, elle n'est pas faite pour faire peur ni pour faire reculer, elle est simplement là pour être regardée. Le spectacle est l'affirmation du choix déjà fait dans la production. Le spectacle nous donne l'illusion du choix au moment où l'on ne fait que obéir. Et ça, c'est une intuition que j'ai eue il y a quelques temps, mais Guy Debord est allé beaucoup, beaucoup plus loin et je suis pas encore capable, très honnêtement, de tout comprendre, ce qu'il essaye d'expliquer. Mais ce qui est sûr, c'est que en fait, quand tu prends conscience qu'aujourd'hui, la réalité dans laquelle nous vivons est en grande partie et en grande majorité une réalité qui n'existe pas, puisqu'elle est simplement le découlement du spectacle, c'est-à-dire des vidéos, des réseaux, des cinémas, des films, etc. Et ça, c'est fou. Et il y a un truc intéressant, c'est l'exemple du jean. À la base, il faut savoir que le jean, c'était un vêtement de travail. Et un jour, il y a un film qui est sorti, qui s'appelle À l'Est d'Éden. Je sais plus comment il s'appelle, l'acteur, mais il est très connu. Je vais vous le retrouver. À l'Est d'Éden, tac, tac, tac. Elia Kaizen. Non, c'est pas ça. John Steinbeck, sûrement. Ah non, c'est le même, le roman, le premier. Ah voilà, James Dane. James Dane. Il a eu un Oscar et tout, bref. Donc James Dane, dans ce film, à l'Est d'Éden, il porte le jean un peu en mode cow-boy, un peu en mode je suis un révolutionnaire et tout. Et depuis ce jour, et avec ce style, et avec ce film, bah en fait, c'est devenu enfin voilà, c'est devenu logique et normal de porter un jean et c'est devenu stylé. Et ce qui est fou, c'est que en réalité, quand on retrace un petit peu de manière historique les faits, on se rend compte que le jean est devenu stylé, non pas parce que il y a plein de gens dans la rue qui ont commencé à le porter parce que un jour ils se sont dit oh bah j'adore le jean et c'est stylé machin et tout. Non, c'est devenu stylé parce que on a mis en scène le jean sur des écrans de manière esthétique, associée à des idéaux, à des images, etc. Et de ça, dans la réalité, a découlé des répercussions. Mais à la base, ça vient simplement du spectacle, d'un truc qui n'existe pas réellement. Et ça, c'est fou. Et ça, c'est fou.
Et donc, les images ne sont plus du divertissement, mais la manière dont la réalité est construite. Et ouais, en fait, aujourd'hui, on vit dans un monde où, par exemple, si vous voulez créer un effet de mode, c'est pas dans le réel que vous allez le faire, mais c'est par le prisme de l'image, en fait. C'est uniquement par le prisme de l'image. Et donc ça a des implications qui sont dramatiques. Qui sont dramatiques parce que par l'image, tu peux te permettre de faire des choses et tu peux tout créer. Tu peux créer des choses de toutes pièces qui n'ont en réalité aucun sens. Aucun sens. Et c'est pour cette raison aussi que les réseaux, c'est sur plein d'aspects un problème parce que ça vient créer une réalité. Et le pire, c'est que ça peut être créé, enfin, la réalité peut être créée par des gens qui eux-mêmes qui ne sont pas bien dans la réalité et bien ancrés, quoi. Bon, bref. Voilà, j'ouvre des petites portes à ce niveau-là. On en reparlera sûrement dans un futur podcast, histoire que potentiellement je creuse cette notion et que j'ai un peu plus d'insight et de réflexion par rapport à ça. Comptez sur moi, il y en aura. Et on passe tout de suite à la cinquième et dernière idée de cette semaine. Ça fait 51 minutes. Oh, ça va. J'attendais à pire. On est good. Alors, ça, c'est inspiré d'une newsletter qui s'appelle La société moderne te caste, révolte-toi. Donc, au début, je dis, à force de passer de plus en plus de temps seul, j'ai l'impression d'avoir débloqué un nouveau mode de perception. À l'image d'un astronaute qui s'éloigne de la Terre, la vision s'élargit. Et notons que d'ailleurs, la plupart des philosophes prolifiques étaient de grands solitaires. Ils ont développé la compétence ultime, penser par soi-même et pour soi-même. Pas facile dans une société qui pousse à faire l'inverse. Les algorithmes le prouvent, ils sélectionnent le contenu à ta place, malgré l'illusion d'avoir le choix. Bref, il y a pas longtemps, j'ai eu une réalisation. Je me suis rendu compte que, en fait, l'accès à la distraction, directement en intraveineuse, avec le téléphone, inhibe fortement la capacité de l'être humain à affronter ses problèmes, en commençant par les siens, et à faire face. Trop d'entre nous ont pris l'habitude, face à une difficulté, de s'extraire de cette sensation en allant vers la fuite, en allant vers la distraction. Et le problème, c'est qu'en fait, la fuite, elle atrophie la capacité à faire face au réel, et donc, pour cette raison, on le fuit. Et là, il y a un parallèle que je trouve intéressant avec ce qu'on appelle la théorie de la réponse combat-fuite, qui a été développée par le physiologiste Walter Cannon. Ce dont il a pris conscience, c'est que chez les animaux, face à une menace, le système nerveux, de manière presque automatique, soit il amorce une réponse de fuite, soit il amorce une réponse de combat. Et on le voit bien, hein, chez les animaux, c'est automatique, et même chez nous, ça l'est souvent, quoi. C'est pour ça que c'est très difficile de savoir, quand tu vas avoir un gun sur la tête, comment tu vas réagir, quoi. C'est assez compliqué. Bref. Nous, on a de la chance, les êtres humains, c'est que notre cortex préfrontal, il nous permet quand même d'effectuer ce qu'on appelle, en neurosciences, un contrôle top-down. C'est-à-dire de réguler nos pulsions animales et de modifier nos besoins grâce à ce fameux cortex. En gros, on est capable de fuir et de combattre en fonction de la situation. Le problème aujourd'hui, et ça, on est qu'aux prémices, hein, à mon avis, c'est que la fuite, c'est devenu la nouvelle réponse par défaut. Même si on le voulait, beaucoup d'entre nous ne peuvent pas activer le mode combat parce qu'ils sont biberonnés à la fuite. Et évidemment, ici, on parle pas que du combat physique, mais de sa définition la plus large. Je l'ai bien vu quand j'étais en Norvège. J'étais dans le bus un moment, et il y a une fille qui monte, qui est vraiment très très belle. D'ailleurs, big up à la Norvège, hein. Je sais, encore une fois, je sais qu'il y a plein de gars qui écoutent ce podcast. C'est les plus, enfin, j'ai jamais vu autant de gens beaux là-bas, et notamment les filles. Bref, je vois une fille trop trop belle. Et donc, bah, en fait, c'est logique, hein. Et quand t'es tout seul dans le bus, que t'es pas sur ton tel et tout, bon, bah, c'est comme si genre, c'est la nouvelle distraction, quoi, mais dans son sens noble. Donc, bah, je la regarde, quoi, je la regarde beaucoup. Et au bout d'un moment, elle me regarde, et il y a une forme d'eye contact et tout. Et je sais pas pourquoi, mais moi, ça me fait souvent ça. L'eye contact, c'est genre une sorte de confrontation. C'est une situation qui, des fois, pourrait être un peu déstabilisante. Et donc, j'ai un réflexe automatique. Je mets ma main dans ma poche et je sors mon téléphone. Genre, c'est automatique, quoi. Face à cette situation un peu déstabilisante, je vois que j'ai envie de fuir. Et là, j'en prends conscience parce que j'étais quand même dans une phase assez calme et dans un bon état émotionnel. Donc, je le vois. Je sais, oh putain, c'est marrant, pourquoi j'ai sorti mon tel et je suis en train de l'ouvrir là? Non, 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 non.
range-moi ça, Dali, range-moi ça. Donc je range le tel je continue un peu à la regarder. Elle sort du bus et bref, au bout d'un moment, je vais lui parler, etc. Bon, vous avez les exclus, ça n'est pas allé beaucoup plus loin, mais moi j'étais quand même content d'avoir fait le pas et d'avoir combattu d'une certaine manière, quoi. En tout cas, de ne pas avoir fui. Et c'est marrant parce que j'ai bien pris conscience de ce mécanisme de fuite et je l'ai vu se mettre à l'œuvre. Pareil, j'ai remarqué aussi quand j'étais en Norvège, à un moment je devais aller faire une séance de sport et j'avais pas envie. Donc j'ai vu très rapidement les petits mécanismes de fuite se mettre en place. Oh, attends, on va faire le lit. Oh, attends, on va aller sur notre téléphone. J'ai juste ça vite fait à régler, etc. C'est intéressant. Bref, je parle aussi de Nietzsche dans la newsletter, mais on va pas revenir sur tout. Et en fait, pour moi, le téléphone, c'est devenu aujourd'hui le premier narcotique au monde et personne ne le voit. Il est admirable de voir un combattant de MMA ne pas rentrer dans une bagarre, pardon, car il sait que ça ne sert à rien. Au fond, ses chances de victoire sont grandes, mais il ne le fait pas. C'est courageux, sage. Par contre, un homme qui fuit parce qu'il est tout simplement pas capable de combattre, malgré le caractère direct de l'agression, eh bien là, ça pose question parce qu'il n'a pas le choix d'agir ainsi. Mais ce que je veux pointer ici, c'est que il faut, avant de rentrer dans un club de boxe et d'apprendre à te battre, machin et tout, il faut juste être capable d'arrêter de fuir et de retrouver la capacité, quand c'est nécessaire, à combattre. Et combattre, ça veut pas forcément dire se battre, mais ça veut juste dire affronter le réel et affronter la situation. Et donc, je suis un fervent défenseur de sortir des mécanismes de fuite qui aujourd'hui malheureusement sont pléthoriques, avec le porno, avec le sucre, avec les réseaux, avec la musique fast-food, avec l'alcool, avec les drogues, avec tous ces trucs qui sont constamment des mécanismes de fuite. Bref, retrouver une capacité de combat, parce que c'est comme ça, véritablement, que vous allez être capable de résoudre des problèmes et de progresser sur certains domaines. Comme je le disais la semaine dernière, le but, c'est pas de rendre la vie plus facile. Le but, c'est d'être plus à l'aise avec le combat et d'être plus à l'aise avec toute son incertitude et toute la manière dont elle pourrait se manifester et se montrer parfois difficile et délicate à affronter. Mais en fait, quand vous prenez l'habitude constamment et au quotidien d'avoir des petits affrontements, des petits combats, et pour cette raison, le sport est peut-être la plus belle manière d'activer le mode combat chaque jour, plus après vous êtes capable de l'affronter et d'y faire face. Et surtout de vous reconnecter au réel et d'arrêter d'être un spectateur qui fuit. Parce que c'est ça en fait, la société du spectacle, c'est la société de la fuite. Bon, pour finir, j'ai une recommandation à vous faire. Enfin, j'en ai deux en fait même. J'ai vu une vidéo YouTube excellente de ma connaissance Théo Lyon sur le surentrepreneuriat avec des parallèles concernant Nietzsche qui sont vraiment, vraiment bien. D'ailleurs, il semblerait que la vidéo marche bien. Ça ne m'étonne pas. J'ai commenté d'ailleurs. Je vous la recommande, le surentrepreneuriat Théo Lyon et une newsletter. Je peux même recommander deux newsletters. La première, c'est une écrite par Paddy Barrett. The ultimate path to health isn't a pill, it's behavioral. Wow. Ah, j'ai quitté la Norvège, l'anglais, là, c'est devenu difficile. The behavioral change, changement de comportement. Il est dur ce mot. Il est dur. Il est dur. Et une autre newsletter que j'ai trouvé cool aussi, de Tim Dunning, qui s'appelle Study Human Psychology, then make money doing whatever you want. Je vais vous mettre, si vous voulez, les liens en description, ce sera plus simple. Je vais faire ce petit travail. Et je sais pas si vous avez vu aussi, je mets désormais les timecodes du podcast pour ceux qui veulent simplement s'intéresser à des trucs et pas à tout. Même si je pense que la beauté du podcast et les pépites qui en ressortent sont souvent des trucs qui arrivent un peu de manière intuitive. Donc bon, vous pouvez gagner du temps en sautant sur les idées qui vous intéressent vraiment, mais je sais pas, je ne pense pas que ça soit la meilleure stratégie et je pense que des fois, être capable de consommer
un contenu dans son entier, c'est comme ça qu'on est capable de voir les pépites. C'est comme, j'aime bien l'image de la brioche avec les pépites de chocolat. Si t'as que la tablette de chocolat, bon bah en fait c'est plus des pépites de chocolat. Mais par contre si t'as une brioche et que de temps en temps, hop, il y a une petite pépite de chocolat, bon bah là t'es capable de percevoir que c'est une pépite de chocolat. Mais si c'est une tablette de chocolat, bah il y a plus de pépites en fait. Et donc tout est du chocolat. Ouais, c'est pas sûr de l'image. D'ailleurs je prends souvent des métaphores et des images liées à la bouffe, j'ai remarqué. Je pense que j'aime beaucoup ça. Mais bon, bref, je vais vous laisser. Pour rappel, tu peux accéder au second cerveau. On va encore le nourrir comme il se doit cette semaine, hein, parce que bon bah voilà, c'est mon second cerveau, hein, évidemment. Je vais pas l'oublier. C'est pas le ventre, mon second cerveau. Enfin quoique, c'est les deux. Et je compte sur toi pour laisser 5 étoiles. Ça me ferait, ça permettrait de propager un peu plus et c'est comme ça que tu vas agir aussi collectivement. C'est en notant ce podcast et en propageant des idées qui ont selon moi le mérite de l'être. Sur ce, c'était Dali. On se dit rendez-vous la semaine prochaine pour l'épisode 29. Et encore une fois, je tiens à te remercier pour l'attention et pour le fait de continuer à suivre. Allez, ciao.